Depuis 35 ans, la QRP contribue à faire évoluer et avancer les pratiques, les connaissances et les pratiques en matière de réadaptation psychosociale et de rétablissement en santé mentale, comme vous le savez tous, hein. Vous devez être membre. Donc, si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller vous mettre membre aussi sur le site de la QRP. C'est gratuit. Donc, l'objectif de la QRP a toujours été de favoriser l'inclusion et la participation des personnes qui présentent un problème de santé mentale dans leur communauté. Le webinaire aujourd'hui mettra justement en lumière la réadaptation psychosociale qui demeure un levier essentiel pour transformer les services et répondre aux besoins des personnes d'une façon plus humaine, dans une approche plus humaine. Fait que je vous remercie à chacun d'être là, puis je vais laisser le soin à Diane, en fait, de présenter Catherine Vallée. Alors, bonjour à tous. Diane Henry, je suis directrice générale de la QRP et j'ai le grand honneur de vous présenter Catherine. Catherine Vallée, qui est professeure titulaire à l'Université Laval depuis 2010. Elle est également chercheure au Centre Vitam dédié à la santé durable, également chercheure associée au Centre Cerveau. Catherine s'est toujours intéressée à l'organisation et l'évaluation des services en santé mentale, plus particulièrement sur le suivi communautaire, la participation décisionnelle et l'accès au logement et au travail qui sont des leviers de réadaptation psychosociale. Mais hier, j'ai été faire un peu plus de recherche parce que Catherine, pour la QRP, c'est une alliée indéfectible et depuis fort longtemps. Alors, Catherine a été vice-présidente du conseil d'administration de la QRP en 1994-1995. Désolée, Catherine, je ne veux pas te vieillir. Elle a été présidente du conseil d'administration de 1995 à 1998. J'ai retrouvé des traces de Catherine dans la revue Le Partenaire via le comité d'édition de 1995 à 2005, donc 10 ans d'assiduité à ce comité d'édition. Elle a été impliquée dans différents colloques de la QRP, comité scientifique de 2006. Elle a fait aussi énormément de publications pour la QRP. Donc, en dehors de ses travaux universitaires, passons à l'édition, la publication portant sur créer des liens avec la communauté, celle sur le soutien au logement. On est en 95-96, donc on voit aussi la vision que Catherine a pu partager auprès de la QRP. Catherine a aussi fait plusieurs mémoires au nom de la QRP, dont celui, par exemple, sur la transformation des services en l'an 2000. Et je terminerai sur une petite blague. Catherine a également animé des ateliers de colloque, mais animé aussi des activités de clôture, dont celle du colloque de 2008, où on avait reçu le commandant Piché, Robert Piché, qui venait nous partager là, un peu son rétablissement en lien avec ses enjeux de dépendance et de santé mentale. Et dans cette activité de clôture, Catherine avait le mandat d'animer, de cadrer, je vous dirais surtout, le commandant Piché, le tout déguisé en hôtesse de l'air. Alors, tout ça vient vraiment là, illustrer la richesse de son expertise, la diversité de son expertise, mais également son humour et son audace. Alors, à tous, je vous souhaite un beau webinaire et à toi maintenant, Catherine Vallée, la parole. Alors, je vous remercie beaucoup de l'invitation qui m'a été faite. Puis, je dois vous dire que c'est très humblement que je me permets de lancer le coup du 35 ans. C'est un joli prétexte, un 35 ans, pour regarder derrière soi puis de regarder devant soi. Mais je le fais avec beaucoup d'humilité parce que ça reste mon point de vue. Puis je crois que la réadaptation psychosociale, c'est un champ diversifié à plusieurs voies. Puis je crois pas que ma voix est unanime, loin de là. Alors, prenez-moi avec un grain de sel, je l'espère. Et puis, prenons le temps de regarder le chemin parcouru ensemble. Chose certaine, avant de commencer, je voudrais reconnaître que j'ai le privilège de vivre sur le territoire non cédé de la nation Wendat, dont je salue les savoirs ancestraux, l'histoire, la résilience, et que je remercie d'avoir été gardien du territoire, comme je remercie d'autres Premières Nations du Québec. Je crois qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Alors, ce que je vais faire avec vous aujourd'hui, je vais jeter un coup d'œil dans le rétroviseur, mais tellement vite, puis je pense que c'est important qu'on constate là, qu'on va voyager vite. Puis on va parler un peu des itinéraires parfois sinueux qu'on a empruntés.
On va observer le paysage actuel de la réadaptation psychosociale, mais je n'ai pas la prétention d'avoir un regard exhaustif sur la question. Il y a des zones sur lesquelles on aurait avantage à davantage s'enraciner, puis d'autres qu'on gagnerait à explorer. Puis peut-être qu'on va terminer ensemble à tracer les contours de futurs itinéraires ou de parler de choses sur lesquelles on pourrait également se pencher. Quand je dis nous, je ne parle pas que de l'association, je parle plus largement des personnes et des parties prenantes de la réadaptation psychosociale, parce que je crois que c'est un collectif qu'on change les choses. Alors, je cherche toujours ma flèche, c'est mon sport national, ça, chercher les flèches. Alors, commençons par jeter un coup d'œil dans le rétroviseur, puis de saluer le chemin parcouru, parce que je pense que dans des périodes d'austérité comme actuellement, de voir qu'on a pu changer et bouger, ben, ça nous donne espoir de continuer la lutte parce qu'il y a lutte. Alors, quand je suis arrivée en 94, comme d'autres personnes, je dirais, je veux saluer le travail de Vesta Jobidon à cet effet-là. Euh, on était beaucoup dans un esprit d'écrire, de traduire ce qui existait en réadaptation psychosociale, puis de le communiquer. Question de la rendre visible, la réadaptation psychosociale. Certes, il en existait sur le terrain, mais il y avait beaucoup d'a priori que tout le monde en faisait sans en faire. Puis les meilleures pratiques ou les pratiques les plus prometteuses ben, restaient méconnues. Alors, Diane vous a déjà parlé de certains documents qu'on a traduits, mais je pense aux partenaires. Il y avait vraiment une volonté de communiquer, faire connaître, être le porte-voix de ce qu'est la réadaptation psychosociale. Et dans ce mouvement-là, ben, on avait publié les valeurs et principes de la réadaptation psychosociale qui devait guider l'ensemble de nos actions. Et puis, je ne vous ferai pas l'audace de tout lire ça et de tout parler de ça, mais je vous invite à le regarder un instant, puis à vous dire, est-ce que tout ça est présent dans notre système actuel de réadaptation psychosociale? Est-ce qu'il y a des valeurs et des principes qui gagneraient à être actualisés? Est-ce qu'il y en a qui ont été oubliés along the way? Je pense que ne serait-ce qu'avec l'avancement des connaissances, peut-être qu'on élargirait ce qu'on entend par réseau de soutien. Euh, Certainement, on pourrait bonifier ce qu'on entend par relation d'aide et qualité des intervenants, puis peut-être qu'il y aurait des choses qui évolueraient avec le temps. Puis je crois que la QRP a des projets à cet égard dont ils vous en feront part eux-mêmes. Une de nos priorités quand on a commencé, c'était de faire place au savoir d'expérience. Il était particulier pour nous de parler de réadaptation psychosociale sans que les principaux intéressés, ceux qui ont une expérience vécue, ne soient pas partie prenante du processus. Puis dans ce contexte-là, une des choses qui a été faite très rapidement, aussi rapidement qu'on peut faire quand on bouge, là, ça a été de s'assurer que des personnes utilisatrices, des personnes avec un savoir d'expérience euh, seraient pourrait jouer le rôle de porte-parole de l'association, serait partie prenante de l'association, qui serait visible dans nos événements et voire même qui serait à la première place de nos événements. Comme disait Claude Lagueux à l'époque, pour être quelqu'un quelque part, il y avait quelque chose de cet ordre-là qui était très saillant dans nos travaux. Ce que je disais, c'est que des choses qu'on tient pour acquises maintenant ont quand même été le fruit d'un travail collectif pour s'assurer que les personnes utilisatrices seraient à l'avant-plan de notre association, mais aussi de la réadaptation psychosociale. Puis à l'époque, on faisait beaucoup la promotion du rétablissement et la promotion de la réadaptation psychosociale. Je me suis permis deux images différentes de plantes en pousse parce qu'au départ, c'était pas inculqué dans la culture. Mais en même temps, ce n'est pas la même plante. Et le problème qu'on a actuellement, je crois, pour certaines personnes, c'est que le rétablissement puis la réadaptation psychosociale, c'est comme un gros synonyme. Quand en fait, c'est pas le cas. Si on pouvait prendre l'analogie d'une forêt, un arbre, ce n'est pas toutes les plantes de la forêt, mais un arbre recouvre plusieurs plantes du sous-bois. Là, j'ai l'air un peu ésotérique, je vais redevenir concrète. Le rétablissement, c'est vraiment un processus personnel des personnes euh, et il doit transparaître dans l'ensemble des services de santé mentale, la réadaptation comme le traitement, comme le service de crise, comme le suivi communautaire, comme la défense des droits. Ça doit être complètement transversal.
La réadaptation psychosociale n'est pas le rétablissement. On espère conduire des conditions propices au rétablissement à travers nos services, à collaborer à l'essor du rétablissement, mais ce n'est pas le rétablissement. C'est une facette beaucoup plus sociale des choses. Alors, sans avoir l'audace de vous proposer une définition qui fait consensus, parce qu'il y en a tout plein, je vous dirais peut-être des mots-clés qui sont fréquemment associés à la réadaptation psychosociale. La réadaptation psychosociale, elle se centre sur le fonctionnement, sur l'exercice de rôle valorisé par la personne, sur le déploiement de ses compétences, de ses habiletés, sur le fait qu'elle vive du succès et de la satisfaction dans ses rôles, dans sa participation sociale, sur l'ajout de ressources et de mesures de soutien qui lui permettent d'actualiser ses projets et dans l'environnement de son choix. Donc, on est vraiment dans le fonctionnement et la participation quand on parle de réadaptation psychosociale. C'est un complément du rétablissement, mais ce n'est pas le rétablissement. Une des choses qu'on a fait très tôt dans nos démarches, ça a été de mettre de l'avant le suivi communautaire et la nécessité d'accompagner dans la communauté, de ne pas être en intervention que dans des bureaux, mais d'accompagner la personne dans une aide concrète à ce qu'elle puisse actualiser ses projets là où elle vit, d'une part, mais aussi de faciliter l'accès à des ressources et de coordonner ces ressources-là pour avoir une réponse cohérente. Et on a vu que dans les faits, alors qu'on commençait, il y avait des services de suivi communautaire, je ne veux pas nier leur existence, mais ça restait limité. Et on a vu que ce message-là, à force d'être porté par l'association, mais plus large que l'association également, on a vu le suivi communautaire prendre son essor. Ceci dit, les changements ne se font pas en ligne droite. Ici, on monte des obstacles à grands coups de virage, mais des fois, on retourne en arrière, on fait deux pas en avant, on avance. Je pense qu'il faut reconnaître que notre parcours n'est pas un parcours linéaire et je voudrais aborder avec vous la délicate place de l'entraide et de la paire aidance. Je dis délicate parce que j'y souscris pleinement. Je crois que on a beaucoup travaillé à ce que les personnes aient une voix au sein des processus de rétablissement, puis qu'on reconnaisse l'importance de la paire aidance à travers tous les services, parce que ça joue un rôle important au niveau du rétablissement. Mais la paire aidance, ce n'est pas une modalité de réadaptation en soi. On souhaite qu'il y ait de la paire aidance dans les services de réadaptation, mais ce n'est pas de la réadaptation en soi, à l'exception de ceux qui jouent ce rôle-là. Mais ce n'est pas tout le monde qui va être père aidant non plus. Et si je dis que c'est délicat, c'est qu'actuellement, la QRP, elle est reconnue pour son travail dans le rétablissement et la paire aidance. Puis ce que j'aimerais suggérer, c'est pas d'abandonner ce qu'on a fait, loin de là, mais est-ce qu'on devrait penser à ce que ça veut dire maintenant travailler en réadaptation? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer aussi la réadaptation? C'est pas l'un ou dépend de l'autre, mais c'est l'un et l'autre. Alors, un des défis qu'on a en matière de suivi communautaire, on a eu l'implantation des CIV, des CIM, de tout ce que vous voulez, puis il y avait aussi le communautaire qui était déjà là, puis qui a pu prendre de l'expansion. Le défi qu'on a en suivi communautaire actuellement, c'est qu'il y a une différence entre accompagner des gens pour qu'ils soient dans la communauté, puis qu'ils vivent dans la communauté, puis accompagner des gens pour qu'ils soient de la communauté. Et je pense qu'il est là le défi actuellement. Le défi, il est de comment on accompagne les gens à ce qu'ils s'inscrivent dans le tissu social puis qu'ils puissent contribuer à la mesure de ce qu'ils veulent faire. Euh, et de se préoccuper de bâtir un réseau naturel au-delà des services de santé mentale. Je crois que c'est un défi qui nous reste à réfléchir, à inventer et à imaginer. Mais si on revient à la situation actuelle, je vous ai beaucoup parlé du passé jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'on voit actuellement? J'en ferai pas un portrait exhaustif parce qu'il y a des choses qui vont revenir, mais on parle beaucoup d'approches centrées sur les forces. On parle beaucoup que la réadaptation se doit d'être centrée sur les forces, mais c'est comme autre chose, hein. Il y a des mots valises dans lesquels tout le monde est pour la tarte aux pommes sans nécessairement s'intéresser à la recette. Euh, un travail sur les forces, ça implique quand même un certain nombre de choses. Ça implique, entre autres, d'être dirigé par la personne utilisatrice. Puis ça, il y a encore des défis à faire ça. Ça nous demande de rester centré sur les forces et les projets de la personne en dépit des difficultés, des diagnostics, des symptômes, des revers de l'existence. Ça nous demande de percevoir la communauté comme une oasis de ressources
alors qu'on a beaucoup tendance à développer des services à l'intérieur de nos organisations, à se référer à soi-même ou à référer à d'autres organismes de notre réseau local de services, mais de référer, puis là, on n'est plus dans le référé justement, de construire des liens avec des personnes qui ne sont pas du réseau, c'est moins fréquent, même à l'intérieur des services centrés sur les forces. Alors, il y a quelque chose de cet ordre-là à poursuivre. Euh, Rick Gosha, qui est un des maîtres de l'approche par les forces, dirait que l'approche par les forces, c'est de restaurer du sens, c'est de trouver des moyens de contribuer puis de se redéfinir, mais dans l'action. Ce n'est pas d'en parler, c'est de le faire. Et pour faire ça, il faut développer des niches, ce qu'ils appellent des niches, c'est-à-dire des espaces qui accueillent la personne telle qu'elle l'est et qu'elle peut contribuer telle qu'elle l'est. Et ça mise, comme je l'ai dit, à cibler des mesures de soutien qui ne sont pas toujours dans le réseau de la santé mentale. Et ça, intégrer ça à nos pratiques, je pense qu'on est toujours en cheminement par rapport à ça. Il y a toute la question du discours sur la réadaptation puis des actions sur la réadaptation. Puis là, je m'éloigne un peu du terrain, mais quand même, on est de plus en plus dans une organisation de service au-delà de l'austérité qui est centrée sur des épisodes de soins. Parfois, à l'intérieur des établissements, on peut entendre que la réadaptation, c'est l'affaire du communautaire. Puis effectivement, le communautaire a une expertise, mais il y a les moyens qu'il a aussi. Euh, Moi, personnellement, je pense que la question de la réadaptation, si elle a clairement, si le communautaire a clairement un leadership à jouer en la matière, c'est une responsabilité partagée au sein d'un réseau local de services. La réadaptation, ça ne devrait pas arriver quand la personne est dans son appartement. La réadaptation, elle devrait être à travers le continuum de services. Et c'est impératif qu'on reconnaisse ces acteurs de la réadaptation, qu'on reconnaisse leurs spécificités, mais qu'on reconnaisse aussi leurs cibles, qui ne sont pas les symptômes, les taux de rechute, mais davantage des choses qui sont plus proches des rôles et des fonctionnements. Ce qui implique de se faire connaître, parce que je crois que malgré tout, la réadaptation psychosociale demeure largement méconnue. C'est peut-être un des défis qu'on a actuellement. Ceci dit, on a quand même fait des progrès. J'ai déjà parlé de certaines zones sur lesquelles on a avancé. Et je crois qu'on a avantage à s'enraciner un peu plus dans certains secteurs, puis explorer peut-être des territoires où on va moins. Alors, dans l'enracinement, ben, actuellement, la question de l'itinérance, de la précarité des logements, du manque de logements abordables est à l'avant-plan. Et c'est clair que le soutien au logement, il a pris son essor depuis les années 2010, pas juste à travers les services qui sont offerts, mais aussi par rapport au supplément de loyer ou des mesures qui sont mises en œuvre pour que les gens accèdent à des logements décents dans le marché régulier du logement. Mais au-delà des initiatives de soutien au logement dans lesquelles il y a des bonnes pratiques, puis on peut avancer en matière d'implantation des bonnes pratiques de soutien au logement, il y a plus largement la question du logement. Et là où je vais avec mes skis, c'est que je crois que la réadaptation psychosociale doit s'intéresser aussi aux éléments structurels qui empêchent les gens d'accéder au logement et pas juste à adopter une perspective individuelle pour aider une personne à maintenir son logement. Je crois qu'il y a là un défi à investir. De la même façon, la question du soutien en emploi, on a une belle image comme si les autos roulaient bien, bien vite, là, mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas tant de mouvement que ça dans l'implantation des approches probantes sur l'insertion professionnelle, Euh, notamment le soutien à l'emploi ou l'IPS. Il y en a, je ne veux vraiment pas limiter le travail qui est fait, mais il n'y en a pas à travers les réseaux de services. Et à travers des plans d'action, on l'a vu souvent annoncé, mais fort peu implanté. Et je crois qu'il faut, étant donné la question centrale que peut revêtre l'emploi pour se sortir de la pauvreté, je crois que c'est quelque chose sur lequel on doit davantage se pencher et creuser. Et je sais que dans l'année à venir, dans le cadre du 35e, il y aura des travaux autour du logement et du travail. Ceci dit, je ne veux pas minimiser les choses. Il y a eu un décloisonnement de la réadaptation depuis qu'on a commencé. C'est-à-dire que à l'époque, dans les années 90, la réadaptation psychosociale, on la voyait pour des gens qui avaient des troubles mentaux graves. Et la littérature était toujours autour de ça. Et ce qu'on constate maintenant, c'est qu'il y a une ouverture dans laquelle on voit la réadaptation psychosociale, mais aussi pour des gens qui ont un trouble mental
peu importe sa nature, là. On a décloisonné un peu cette notion de trouble mentaux grave, puis on le remarque particulièrement dans le domaine du travail, autour des troubles mentaux courants. Euh, le coût du non-emploi a forcé les compagnies d'assurance à faire pression et à cause de ce système assurantiel-là, il y a beaucoup plus de réadaptation psychosociale, mais dans le privé. Puis on peut se demander, est-ce que c'est souhaitable? Loin de moi l'idée d'éliminer la gamme, mais je pense qu'à partir de cette ouverture-là, à partir de ces pratiques-là qui sont émergentes, il y a peut-être lieu de voir comment on peut bonifier l'insertion professionnelle au sens large. Mais il y a des possibilités négligées aussi, des possibilités pour lesquelles il y a des données probantes, mais dont on parle peu et qu'on fait peu au Québec. La parentalité, tout handicap confondu, toute situation de désavantage confondu, est peu intégré au Québec. Euh, Or, il y a des services de soutien à la parentalité qui ont fait leurs preuves, mais certains vous diront que si on a mis autant d'accent sur le travail, c'est peut-être parce qu'on la valorise socialement puis que c'est une occupation qu'on a davantage associée au masculin, tandis que la parentalité a souvent été associée au féminin puis n'est peut-être pas mis de l'avant, peut-être que c'est les bénéfices économiques de la chose, peu importe. Ce que je sais, c'est que beaucoup de parents souhaiteraient exercer positivement leur rôle de parent. Et on n'a pas une offre de service fondée sur des données probantes pour les accompagner en la matière, puis c'est un rôle qui est central dans une vie d'un adulte. De même, on a des pratiques probantes en matière de soutien à l'éducation. Mais pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on a une offre de service qui permette aux gens d'accéder à une formation, on pourrait dire générale, mais une formation qualifiante aussi, une formation professionnelle qui permet d'améliorer ses conditions de vie. Puis encore là, il y a peut-être lieu de réfléchir, est-ce que c'est un créneau qu'on veut investir? Parce que c'est clair qu'il y a des données probantes en la matière. Dans les possibilités à voir dans le radar, il y a quand même une initiative intéressante qui s'appelle Réhabilitation 2030, qui est née avec l'Organisation mondiale de la santé. Des fois, c'est bien de s'accrocher à une locomotive en marche, et ça, c'est une locomotive en marche qui n'est pas spécifique à la réadaptation psychosociale, mais qu'on pourrait peut-être réutiliser un peu mieux. L'Organisation mondiale de la santé, depuis 2017, a décidé que, vous comprenez que l'Organisation mondiale de la santé suit les états de santé de population à travers le monde, particulièrement autour du taux de maladie, par exemple, ou de la morbidité, j'essaie de me faire comprendre, ou de la mortalité. C'est-à-dire que les enjeux de santé soient de moins en moins coûteux pour la population en termes de santé ou de mortalité. Mais depuis 2017, ils ont clairement affirmé que la mortalité et la morbidité, ce n'était pas suffisant. Maintenant, si on veut améliorer l'état de la santé de la population, il faut s'intéresser au fonctionnement. Et ils poussent ça depuis 2017. Et dans cette mouvance-là, il y a eu un paquet de choses qui se sont produites, dont des principes directeurs qui organisent l'action de l'Organisation mondiale de la santé. Puis il y a des choses qui sont intéressantes à recycler. C'est-à-dire cette notion que le fonctionnement est important, il touche plein de dimensions de la vie et qu'on doit aborder les choses largement. Mais c'est surtout le deuxième et le troisième qui, à mon sens, méritent notre attention. C'est que les services de réadaptation devraient être accessibles à toute personne qui en manifeste ce besoin dans une couverture universelle, peu importe son âge. Mais là, on peut se poser la question, c'est quoi la réadaptation psychosociale à tout âge? Puis, dans la réalité, on sait qu'elle n'est pas si accessible que ça, la réadaptation psychosociale, et elle n'est surtout pas intégrée au système de soins, en particulier dans les soins primaires, là, ou si vous préférez, les soins où les gens vont directement consulter. Et cette question-là de rendre la réadaptation accessible, comme on rend l'hospitalisation accessible, des frais médicaux accessibles, de pousser ça au plan mondial, mais c'est quand même une force sur laquelle on pourrait se pencher. Dans cette mouvance-là, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré 10 sites d'action. Et une chose intéressante, il y a une résolution unanime, ce qui est rare, de l'Organisation mondiale de la santé qui souscrit au principe réhabilitation 2025, 2030, 2025, c'est maintenant. Et ce que ça veut dire, ça, c'est que le Canada ne s'y est pas opposé. Le Canada y souscrit, peut-être du bout des lèvres,
peut-être sans que les bottines suivent les babines, mais ils ont quand même voté pour. Il y a des groupes organisés pour mieux influencer les décideurs et des messages percutants. Vous avez sûrement entendu la notion que la santé mentale, ça regarde tout le monde parce qu'une personne sur 5 dans sa vie pourrait vivre des problèmes de santé mentale. Ben, l'Organisation mondiale de la santé met de l'avant qu'une personne sur 3 aura besoin de services de réadaptation dans sa vie. Est-ce qu'on pourrait chanter la chanson du 1 sur 3? Est-ce que ça nous servirait? Est-ce qu'on gagnerait à ce que les Québécois, les décideurs, les intervenants, les personnes initiatrices connaissent l'initiative 2030? C'est quand même une piste sur laquelle on pourrait s'appuyer. Mais dans tout cet univers de changement, il faut éviter sur place, il faut éviter de tourner en rond. Puis il y a peut-être des garde-fous auxquels on gagnerait de réfléchir collectivement ensemble. Il y a certainement un sens unique, un passage obligé, un incontournable, parce que peu importe l'objet de la réadaptation, cette question-là revient sans cesse, c'est celle de la stigmatisation. Il nous faut agir sur la stigmatisation, il nous faut avoir une action plus populationnelle à cet effet-là, parce que la stigmatisation, elle laisse une empreinte tant sociale dans les relations entre les personnes, y compris à l'intérieur des systèmes de soins, une empreinte sociétale et une empreinte individuelle, parce les préjugés ne sont pas en dehors de nous, ils sont en nous. Et on se juge aussi à travers les préjugés qu'on porte. Alors, on sait, peu importe le créneau de réadaptation auquel on passe, que la stigmatisation, elle est centrale. Et pour ça, ben, peut-être qu'une action concertée et vigoureuse serait nécessaire. Je dis peut-être, mais vous avez compris mon petit penchant. Quand je vous ai présenté tout à l'heure les valeurs et principes de la réadaptation psychosociale, il y avait action communautaire. Puis quand je l'ai revu, je me suis dit, coudon, on l'a-tu oublié, celle-là? Parce que la réalité, c'est qu'on tend beaucoup à développer des services à portée individuelle, dans le sens où on accompagne une personne par rapport à son retour au travail ou par rapport à son retour, c'est la possibilité d'accéder à un logement décent, etc., etc. Mais jusqu'à quel point, en réadaptation, développe-t-on des interventions à portée collective, à portée populationnelle, des actions communautaires qui sont susceptibles de nous permettre de mieux affronter les aspects structuraux qui maintiennent des conditions de vie précaires. On peut penser les conditions du logement, on peut penser à l'accès à l'emploi plus largement, parce que ces freins-là, tant qu'ils demeurent et qu'on reste centré sur l'individu, ben, on est dans un cul-de-sac. L'autre élément aussi qui nous pousse vers l'action communautaire, c'est que quelquefois, il faut créer des possibilités pour que les gens puissent justement contribuer puis participer socialement. Et de créer ces possibilités-là à l'intérieur de la communauté, avec la communauté, ben, c'est précieux. Une autre chose qu'on pourrait mieux réfléchir pour ne pas tourner en rond, c'est de décloisonner nos actions. Actuellement, on est dans des créneaux santé mentale, mais tous les troubles concomitants ne sont pas toujours bien intégrés dans nos pratiques. Toute la question du double diagnostic déficience intellectuelle, troubles mentaux, on est encore dans deux créneaux différents. L'ensemble des comorbidités est traité en parallèle, ou quand je dis traité, c'est abordé, là, est abordé de façon parallèle à la question, de la santé mentale. Je ne suis pas en train de dire que les intervenants ou les personnes ne les considèrent pas, mais les ponts entre les services sont quand même limités. Alors, question de tracer le contour de nos futurs itinéraires, question d'envisager le futur, ben, il y a peut-être des choses à poursuivre, des choses à décider, des choses à se concerter parce qu'il faut choisir pour mieux concentrer nos actions. Mais j'aimerais porter quelques éléments à votre attention. Je crois que quand on parle de réadaptation psychosociale, on parle surtout des adultes et de la participation sociale des adultes. Je vois peu de choses sur la participation sociale des enfants ou comment on envisage une réadaptation psychosociale des enfants. Puis j'ai peut-être le goût de dire, ça a-tu du sens, une réadaptation, quand on pense à des gens qui se développent, qui croissent et qui ont à développer leur potentiel. De même, les services spécifiques aux jeunes adultes ou aux adolescents restent limités
On sait que les jeunes adultes ne se reconnaissent pas toujours dans l'offre de services traditionnels en santé mentale, y compris celle de santé mentale communautaire. Et puis que ça appelle des programmes spécifiques dédiés qui tiennent compte de leur réalité, mais qui aussi évitent le fait qu'ils soient en rupture sociale très tôt dans leur trajectoire. On sait que les jeunes ont 1000 transitions à faire, ne serait-ce que d'entrer sur le marché du travail, acquérir une formation professionnelle, voler de leurs propres ailes, se développer comme adultes autonomes. Et c'est aussi l'âge où arrivent beaucoup de maladies. Alors, la question qui se pose, c'est la période hyper critique et comment nous déployons-nous de façon spécifique sur ces enjeux spécifiques. Puis à l'autre bout du spectre, il y a quand même quelque chose de triste, c'est comment on envisage la réadaptation psychosociale des aînés. Comme si l'âge occultait la réadaptation, puis qu'on était dans des logiques de maintien. Or, les personnes peuvent participer à tout âge de la vie, puis on a peut-être à imaginer ce que ça veut dire à tout âge, la réadaptation psychosociale. Ce qui nous amène à regarder nos biais. À l'extérieur de la réadaptation psychosociale, de façon générale, dans le champ de la réadaptation, il y a beaucoup de questionnements sur l'agisme qui existe à l'intérieur de notre conception de la réadaptation. Puis quand je dis agisme, je ne parle pas juste des plus vieux, je parle aussi des plus jeunes. Puis une certaine forme de capacitisme, c'est-à-dire une discrimination fondée sur les capacités, un regard peut-être paternaliste sur les gens qui ont une expérience vécue, jusqu'à quel point ces biais-là sont présents dans notre façon d'imaginer la réadaptation psychosociale. Puis certains écrits vous parleraient jusqu'à quel point le racisme est tenu en compte, la diversité de genre, la diversité sexuelle est tenue en compte. Toutes les questions Hum, d'intersectionnalité sont tenues en compte. hum. Je m'en voudrais de ne pas parler un peu des Premières Nations avec toute l'ignorance que j'ai. C'est-à-dire que je sais que je suis en apprentissage, mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'avec beaucoup d'humilité, je sais que la santé se décline autrement. On a d'autres visions de la santé. On a aussi d'autres visions de ce que c'est que se rétablir au sein de plusieurs Premières Nations. Et, et on voit dans d'autres champs de la réadaptation qu'on essaie d'entamer un dialogue sur ça serait quoi des services culturellement sécuritaires et sensibles. Qu'est-ce que devrait être une vision plus harmonieuse de la réalité des Premières Nations? Et il y a un énorme silence là-dessus dans la littérature. Je n'ai pas la prétention de croire que le concept fait résonance, mais je crois que le dialogue est nécessaire. Et on ne peut pas finir sans parler des besoins et des rôles des proches, qui jouent un rôle déterminant parce qu'ils sont aux premières loges, parce qu'eux restent quand les intervenants partent, parce ils vivent les joies, mais aussi les difficultés, les manques d'accès des familles. Puis dans ce sens-là, je crois qu'on parle souvent que les familles doivent être mieux intégrées ou en tout cas qu'on doit tenir compte des familles, mais je ne suis pas sûre qu'on en parle tant que ça. Et la question qui se pose, c'est comment on va mieux travailler avec ce savoir d'expérience-là. Mais j'ai le goût de l'élargir. J'ai le goût de l'élargir parce qu'on sait que les meilleures pratiques probantes, c'est de travailler avec des propriétaires, c'est de travailler avec des employeurs, c'est de travailler avec des voisins, c'est de travailler avec des collègues, c'est de travailler avec des gens de la communauté. Parce que fondamentalement, le réseau naturel, il reste là quand nous, on n'est pas. Et de plus en plus, on voit dans les revues de réadaptation psychosociale cette notion de la grande solitude des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Puis là, je ne parle pas de socialiser à l'intérieur du réseau de santé mentale parce que ça, on a des solutions depuis longtemps, mais d'établir des liens durables dans sa communauté. Parce que la question, c'est pas parce qu'on est dans la communauté qu'on se sent intégré à sa communauté, qu'on sent qu'on fait partie de sa communauté, qu'on appartient ou qu'on a des liens réciproques avec les gens. Et c'est une question criante, euh, non seulement parce que, ben, en fait, ce que je veux dire plus sobrement, c'est qu'on sait que quand on a une action sur l'affiliation, le sentiment d'être lié au monde, lié à soi, lié à sa communauté, on a des meilleurs impacts sur la santé. Alors,
Est-ce que c'est un champ qu'on devrait investir? Comment on devrait l'investir? C'est des questions qui, pour moi, restent à construire ensemble. Alors, je vous ai parlé de plein de choses passées, présentes, des choses à considérer pour l'avenir, et j'ai pas les réponses. Mais j'ai la question, par contre, comme communauté intéressée en réadaptation psychosociale, où est-ce qu'on souhaite aller collectivement? Puis comment on pourrait porter plus loin la réadaptation, la voie de la réadaptation, qu'elle apparaisse quelque part sur le radar de manière plus saillante? Qu'est-ce qu'on veut faire pour les 35 années à venir? Puis là, j'ai le goût de dire plus proche que ça, dans le sens où j'attendrai pas 35 ans pour voir le changement. Mais sur quoi veut-on mettre nos billes sans sacrifier nos efforts sur le rétablissement jusqu'à maintenant? Alors, je vous laisse les clés du véhicule. À vous de prendre la parole et je vous remercie de votre attention. On lance la période de questions. Mireille, je te Oui, laisse ouvrir la parole. oui, merci Allô, beaucoup, Mireille. Catherine. Oui, bonjour, mais Catherine, comment vas-tu? Ça fait longtemps qu'on s'est vu. J'irais Bravo pour mieux si cette... je ne ferais pas de présentation. Ah! Merci pour cette excellente présentation. Je voudrais faire un commentaire par rapport au rétablissement, puis qui serait pas synonyme de réadaptation psychosociale. Je trouve Oui. que cette façon de percevoir ne tient pas compte des critiques plus ou moins récentes, mais assez récentes, qui oppose, tu sais, en fait, c'est qu'on on critique beaucoup cette forme de rétablissement personnel qui tient pas Mhm, compte des déterminants sociaux. Puis il y a des auteurs qui ont écrit d'excellents textes sur cette critique-là. Puis on parle à ce moment-là de rétablissement relationnel qui mhm. inclut la famille, les voisins, la communauté tout entière. Donc peut-être qu'on pourrait justement, dans les questions que tu poses, vraiment regarder cette forme de rétablissement qui ne s'oppose pas, à mon avis, Non. à la réadaptation psychosociale, puis qui nous ferait peut-être, tu sais, en tout cas, travailler dans ce sens-là. Puis je veux juste un autre petit commentaire, parce que je sais qu'il y a sûrement plusieurs personnes qui veulent prendre la parole. Concernant les enfants, c'est vrai que c'est une bonne question. Je pense qu'on devrait plutôt viser à et tu seras d'accord avec la prévention des troubles mentaux, parce qu'on sait dans quelle mesure le fait, par exemple, que les enfants vivent de la négligence ou de l'abus et qui vivent des traumatismes conduit aux troubles mentaux. Donc ça, je me semble que la réadaptation psychosociale pourra aussi, dans ses actions communautaires, viser à de la prévention, davantage de prévention du développement des troubles mentaux. Donc, je pense que ça sera un travail que la QRP pourra faire effectivement, ben, puis s'intéresser davantage aux aînés. Je suis totalement d'accord avec toi. Bravo encore une fois, puis j'espère te revoir bientôt. Merci de participer au dialogue avec moi puis de me faire réfléchir à voix haute. Je pourrais te donner aussi des références là, des critiques là, par rapport au rétablissement Oui, oui, personnel, si je tu suis veux. assez d'accord avec toi, mais je ne pense pas qu'ils s'opposent. Je pense D'accord. par contre que c'est pas parce que tu travailles sur le rétablissement que la réadaptation est acquise. Tu sais, il y a quelque chose d'autre à faire aussi en réadaptation. Puis c'est ça que je sens quelquefois qui prend l'arrière-plan. Mais c'est une perception, puis d'autres ont droit d'en avoir une autre, là, puis je la salue. Madame Merci. Durand, je pense que c'est à votre tour. Exact. Oui, ben dans le fond, je voulais juste faire un petit commentaire par rapport au fait que oui, les enfants sont oubliés. Ben, pas oubliés, mais que les services ne sont pas vraiment adaptés, mais il y a une sous-clientèle qui est particulièrement vulnérable dans la section enfants. C'est tous les enfants qui ont des problèmes de santé physique, chroniques, maladies rares et qui font Ben la oui. transition du monde pédiatrique au monde adulte. Moi, personnellement, j'ai vécu un trouble d'adaptation qui s'est transformé en stress post-traumatique parce que les seuls services que j'ai eu le droit, c'était le CLSC, puis c'était vraiment pas approprié à ma situation parce que juste de partager mon vécu personnel qui était tellement hors norme avec le groupe, moi, ça me faisait vivre des choses vraiment difficiles à gérer. Puis il y avait de l'incompréhension au niveau des intervenants. Puis même, tu sais, il y a des intervenants qui ont entendu mon histoire puis qui croyaient pas là, tellement que c'est fou, qu'est-ce qui m'arrive dans mon quotidien. Fait en tout cas, s'il y a des chercheurs autour de la table qui sont intéressés à ce phénomène-là, à étudier ça, je vous encourage dans cette avenue-là. C'est une population qui a vraiment besoin de plus de services, des meilleurs services. C'est la vie que je pense, puis c'est un peu ce que je voulais dire quand je parlais de transition jeune adulte, puis la question des comorbidités. Effectivement, on en échappe trop à une période trop critique. Merci.
Merci. Madame Giroir. Oui, bonjour, Madame Vallée. Bonjour, Euh, on s'est vu il n'y a pas longtemps. oui, il y a bientôt un an. Oui. Ma question porte davantage sur les modalités pragmatiques Oui. de l'implantation de la réadaptation psychosociale dans un contexte présentement de coupures budgétaires, de coupures matérielles, de coupures financières. Comment voyez-vous qu'on puisse combiner les différents acteurs, que ce soit au niveau public, au niveau privé, au niveau communautaire, pour créer des partenariats puis promouvoir la réadaptation psychosociale dans un avenir rapproché? Bon, j'ai pas de baguette magique. Je pense que tout ce qui est dans le système de la santé souffre avec un gros S, un gros U, un gros, tu sais, tout majuscule, gras, tout. Euh, mais ceci étant dit, je crois que la colère est un bon moteur quelquefois. Euh, je crois qu'il faut qu'on se rallie et qu'on parle et qu'on dénonce et qu'on. Ça ne sera pas immédiat, mais je pense que de rien faire, rien dire, se dire que c'est l'austérité, parce que ce l'est, là, ça va nous condamner à l'inaction. Euh, je sais que les personnes qui ont une expérience vécue souhaitent qu'on continue de parler collectivement dans l'amélioration de leur qualité de vie. Puis dans ce sens-là, ben, peut-être que dans des périodes d'hostilité, il faut justement jeter la lumière sur de la réadaptation psychosociale parce que ça a été la même chose quand on a parlé de rétablissement à un moment où personne n'en parlait, quand on a parlé de suivi communautaire au moment où personne n'en parlait. On s'est mis à en parler puis être le porte-voix d'idées nouvelles. Et plus on se parlera ensemble, plus on se concertera ensemble, plus on deviendra visible, plus à un moment donné, on sera vu. Mais malheureusement, j'ai pas une baguette magique qui va rompre l'austérité des gouvernements à court terme. Je suis désolée pour ça, mais je sais que les balanciers existent. Je veux dire ça comme ça. Et bon, merci. Fait que Merci, de ce que madame. j'en comprends, la création de partenariats, d'affiliations entre les différents acteurs, peu importe leur nature. C'est ce qu'on a besoin Ah, actuellement, se faire entendre et savoir ce qu'on veut dire. merci beaucoup. Merci, Laura. Julie. Ben, merci, Catherine, pour la présentation. Je m'étais préparé une question, mais en fait, là, j'en ai un paquet qui se bouscule dans ma tête. J'aimerais t'entendre sur plein de choses intéressantes. Entre autres, la question de l'action communautaire, tu sais, qu'on a probablement un peu échappé, puis quelles pourraient être là, des pistes d'intervention à ce niveau-là pour la remettre un petit peu plus en avant-plan quand on est dans une perspective de réadaptation. Ouais. Ben, en fait, quand on regarde, j'ai comme, je veux pas le nier qu'il y a de l'action communautaire actuellement, là. Il y en a. Il y en a à plein de niveaux. Mais est-ce qu'on comprend que la réadaptation psychosociale, c'est aussi travailler sur l'accès au logement plus largement, puis s'allier à d'autres acteurs qui sont pas Mhm. toujours de la réadaptation psychosociale pour faire avancer, par exemple, des questions de logement, des questions de pauvreté, des questions d'accès au transport. Tu sais, je pourrais chanter comme ça pendant longtemps, là, c'est pas ça le point. Euh, mais je crois qu'on a avantage à faire partie de Les coalitions, à facteurs bâtir des sociaux. coalitions. Est-ce que mon micro est parti encore? Non, OK, c'est phew. bon. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là pour moi. Puis là, il y a des réalités locales aussi. Il y a des opportunités locales où parfois on voit des possibilités en termes de quelque chose qu'on pourrait faire au niveau du logement dans un secteur donné ou des coopératives de travail dans un autre ou peu importe. Mais je pense qu'il faut saisir les opportunités, mais il faut les saisir avec d'autres. Puis je pense que cette notion de se rallier ensemble, euh, particulièrement dans le contexte actuel, elle est critique. Mais bon, il n'y a pas de recette pour s'allier, là, mais je pense qu'il faut mettre ça au cœur de nos actions. Ça rejoint là, tout ce que tu amenais sur l'intersectorialité, dans le fond. Exact. Merci, Julie. Madame Benny.
Là, je me vois en grand. C'est magnifique. Madame Béni, je vous entends pas. C'est à votre tour de ne pas avoir de micro. C'est ça. J'ai le goût juste d'apporter un plus à l'action communautaire. Si on veut la promouvoir, la propager, il faut en témoigner. Et en Exact. témoigner, mieux, il n'y a rien de mieux que des pères aidants, des parents pères aidants, des pères aidants famille, des pères aidants jeunesse. Why not? Parce qu'en tout cas, moi, j'ai connu une communautaire juste à 40 ans, puis c'est ça qui m'a aidé dans mon rétablissement, dans ma réintégration sociale, tout ça dans mon rôle de parent. Puis là, je suis directrice euh, coordonnatrice du réseau J'espère pour l'organisme Parents Espoir, puis je suis contente d'entendre, bien que c'est des possibilités négligées, que le côté parentalité peut prendre plus de place dans la réadaptation psychosociale à l'avenir, avec des approches comme par les forces, mais aussi le développement du pouvoir d'agir, là, qu'on dit tout le temps personnel et collectif. J'ajouterais personnel, familial et collectif ou social, si on peut dire. Et parce que c'est un rôle super important, non? La parentalité. Puis de travailler ça avec des pères aidants jeunesse, pères aidants famille, n'importe quel âge. On a tous besoin, les grands-parents aussi. Donc, si toutefois, vous voulez mesurer un programme, le programme J'espère, avoir des données probantes, ben, je sais pas qui aurait cette possibilité-là de nous offrir la... Parce que moi, j'ai essayé de faire des démarches beaucoup, beaucoup par rapport à ça pour mesurer les retombées de notre programme Oui. sans avoir de succès à date. Pourtant, Mireille Saint-Onge, qui a contribué avec la QRP à faire que nos parents pères aidants, qui c'est un rôle assez nouveau au Québec, mais qui est devenu officiel avec une entente, puis qu'on peut en former, bien là, c'est sûr qu'il manque aussi du financement, mais rendons ça crédible avec des données probantes. Ça va faire avancer les choses. Voilà mon avenue future pour moi, ce qui nous concerne. C'est notre cible à nous, notre niche à Oui. nous. Oui, puis je suis contente que vous l'ameniez. Puis ça nous permet de dire une autre chose aussi, c'est que les meilleurs ambassadeurs pour influencer les décideurs sont souvent ceux qui ont une expérience vécue. Ça fait que vous avez raison de vous dire que, de nous rappeler que les pères aidants, parents, famille, peu importe là où ils logent, ont un rôle privilégié dans ce rôle-là. Merci beaucoup. Ben, bienvenue, on travaille pour ça, fait que why not? On peut prendre une dernière intervention avec Mireille avant de Ah, conclure. mon Dieu. Oui, ce serait juste une question comme ça que je lance, là. Est-ce que le terme réadaptation psychosociale ne serait pas devenu ringard un peu, là? Tu sais, parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est une participation sociale active des personnes. On veut, tu sais, c'est sûr que tout développement, puis de raviver les actions communautaires, puis tenir compte davantage des déterminants sociaux. Est-ce que, et je pose la question parce que souvent, je vais dire la réadaptation, c'est comme une parenthèse dans la vie des gens, hein. Tu sais, à un moment donné, admettons, après un accident, là, j'ai travaillé beaucoup en réadaptation physique. Là, c'est sûr qu'on a besoin là, d'intervention et tout ça. Puis dans le domaine des troubles mentaux, c'est un peu la même chose parfois. En tout cas, je lance ça là, je trouve ça un peu Dans ringard. l'univers. Bref, dans l'univers. Ben, j'assume ma quétainerie parce que je veux pas je veux pas que l'idée se perde. Non, mais Je veux pas que le l'élan se terme, perde, mais le hmm, mot peut être créatif. c'est ça. Soyons créatifs. Et proactif aussi. Oui. Christine, Est-ce Catherine, on a une question dans le chat aussi. Ah, Oh mon OK. Dieu, pouvez-vous Je me vais la aller lire voir le parce que chat. là, me promener dans le chat, là, Non, je déjà vais, que je gère je un vais te la lire, micro, là. Catherine. Est-ce que les professionnels de la santé et les intervenants en relation d'aide en général sont conscients des impacts toxiques et iatrogènes des valeurs néolibérales centrées sur la responsabilité individuelle et la non-intervention de l'État ou de la société, qui s'insèrent parfois pernicieusement dans la gestion et la prestation des soins de service en lien avec la santé mentale ou les handicaps psychosociaux?
Serait-il important d'avoir une éducation politique minimale sur le néolibéralisme pour ses professionnels et intervenants afin d'éliminer ou réduire ses effets toxiques et iatrogènes? Ben, tu sais, poser la question, c'est un peu répondre, là. Puis je veux pas limiter la réflexivité des intervenants parce que je pense qu'ils le vivent, le néolibéralisme, à leur façon, parce qu'ils vivent dans un système qui contraint leur rayonnement d'action. Mais en même temps, est-ce qu'on s'attaque au néolibéralisme plutôt que sans cesse regarder l'individu? C'est une question qui a toute sa pertinence. Merci, Catherine. S'il n'y a pas d'autres questions, on pourrait procéder en fait à la clôture. Y aurait-il une dernière question? Moi, Francine Santerre, je m'excuse pour le retard, j'ai eu un contre-temps, mais j'aimerais savoir si on peut rediffuser le début éventuellement, là. Puis, est-ce que c'est possible d'avoir le PowerPoint aussi de ton exposé, s'il te plaît? Ça pourrait peut-être servir à d'autres personnes aussi qui sont dans la salle, s'il Alors, la vous plaît. réponse rapide, c'est oui aux deux. C'est-à-dire Oui, qu'il va avoir, good, il va avoir good. une forme de rediffusion accessible de la présentation et de la discussion. Puis effectivement, le PowerPoint va être accessible également via les voies de la QRP, là. OK, Merci, Catherine. merci. Il y a Excusez Julie. beaucoup pour le Oui, retard. Oh, pas de problème. parfait. Julie et Madame Pilon. Je vais essayer d'être brève. Tu sais, on parle de l'importance de la réadaptation psychosociale à tous les niveaux de service, au fond. Euh, puis, je pense qu'il faut qu'on avance vers une conception de ça qui n'est pas d'avoir nécessairement des services de réadaptation dédiés à la réadaptation psychosociale, mais plutôt de voir comment on peut intégrer la réadaptation psychosociale dans notre pratique quotidienne d'intervention. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou tu as d'autres Oui, pistes à non. proposer? Oui, non, dans le sens où je souscris à ce que tu dis, mais en même temps, il faut un certain volume d'activités dédiées à travailler, à rechercher des employeurs, à rechercher des propriétaires ouverts, à travailler avec des systèmes scolaires. Puis ça se fait pas en dilettante, là. Ça se fait pas Non. over the top of everything else, là. Donc, dans ce sens-là, je pense qu'il faut quand même un noyau dur de services dédiés sur le terrain qui fait ce travail-là, mais effectivement, une intégration plus qui n'est pas lié à j'attendrai que tu aies ton congé est nécessaire. OK. Donc, c'est un peu en fait, ça nous prend des deux, dans le fond. Oui, je pense que oui. Puis faut arrêter d'avoir la conception que la réadaptation, c'est juste à part oui, ça prend ça, là, je suis d'accord avec ce que tu amènes par rapport à ça, mais il faut aussi, si on veut être capable de viser l'ensemble de nos clientèles, penser à avoir une approche qui est plus globale puis qui intègre ça davantage. Sinon, dans le système actuel, je vois mal comment on peut y arriver. Oui, au même titre que quand on s'est mis à parler d'avoir du suivi communautaire, et ça ne pouvait pas être tout le monde qui allait faire du suivi communautaire, il fallait avoir des équipes dédiées, tu sais. Alors, je pense qu'il y a quand même un noyau dur, mais est-ce que ça doit être une préoccupation qui est partout? Oui, au même titre que peu importe où on est dans le système, s'il y a une intervention de crise à faire, il faut y être sensible. Fait que je pense que cette notion d'avant-plan puis d'arrière-plan doit rester. Merci. Merci. Une dernière question? Parfait. Ben, merci beaucoup, Catherine, d'avoir accepté de faire le premier webinaire, de briser la glace, en fait. Donc, merci pour ton expertise. Puis, je remercie également toutes les personnes au cœur là, de la présentation de Catherine. On était autour de 104 personnes quand même. Donc, c'est très bien pour la première activité qui lance, en fait, le premier webinaire qui lance le 35e anniversaire de la QRP. Merci à vous tous hein, d'avoir été présents, d'avoir si généreusement, je dirais, sacrifié, entre guillemets, votre heure de dîner. Donc, je vous rappelle que c'est le premier là, d'une série de webinaires qui devrait avoir lieu au courant de la prochaine année. Au début de ta présentation, Catherine, tu as fait référence à un document. Le document Les valeurs et les principes de la réadaptation psychosociale publié par la QRP en 95, qui se voulait une déclaration en fait de 10 principes hein, rattachés, principes et valeurs en fait rattachés au rétablissement, pour rétablissement à la réadaptation psychosociale.
Donc, je profite quand même de l'occasion aujourd'hui pour vous annoncer que la QRP va amorcer prochainement un exercice de révision et d'actualisation de ce fameux document qui demeure quand même à jour, mais que nous jugeons essentiel là, de remettre un peu comme au goût du jour là, pour refléter l'évolution des pratiques. Donc, puis en terminant, Diane, tu pourras peut-être en parler un peu plus, là, mais il y a d'autres activités qui vont suivre au cours de la prochaine année, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont en lien avec les priorités je dirais, d'un vaste sondage lors du dernier colloque de la QRP. Pour ceux qui y ont assisté au dernier colloque de la QRP, on avait lancé un sondage sur lequel des priorités ont émergé, en fait, du sondage. Priorité en lien, entre autres, avec l'implication active des personnes utilisatrices, mais aussi l'implication active des membres de l'entourage, le logement dont on a parlé tout à l'heure, donc l'accès au logement, mais aussi la lutte contre la stigmatisation. C'est quatre des priorités, entre autres, qui avaient émergé. Donc, dans le courant de l'année, là, on devrait avoir des webinaires sur ces différents sujets-là. Donc, je vous invite à demeurer finalement à l'affût. Puis, en terminant, Diane, peut-être que je te donnerai le mot de la fin concernant, entre autres, le prix reconnaissance OK. hors pair qui a été lancé le 16 octobre dernier. OK. Ben, rapidement, ce que j'ai le goût de partager, c'est que ça me fait du bien d'avoir entendu ce webinaire-là. Ça vient nous conforter, je crois, dans le rôle de la QRP, qui est aussi d'être une espèce d'agora provinciale où on veut dialoguer avec la diversité des acteurs. Je trouve qu'on représente bien cet espace et cette possibilité de dialogue et de co-construction. Je suis contente aussi parce que ça vient me conforter aussi dans les leviers qu'on utilise actuellement, là, comme Catherine l'a nommé, donc des leviers clairement de réadaptation psychosociale, emploi, logement, lutte contre la stigmatisation et tout ça. Et en plus, ben, ça vient confirmer aussi que les participants du dernier colloque sont conscients de ces priorités-là et à quelque part s'associent volontairement ou non, consciemment ou non, aux enjeux de la réadaptation psychosociale. Donc, juste terminer en disant que pour souligner ces différents leviers, oui, on va organiser des choses au cours de ce 35e anniversaire, mais je trouvais qu'il y avait une belle opportunité là de souligner que au niveau de l'implication active des membres de l'entourage et des personnes utilisatrices, on a quand même lancé le 16 octobre dernier, lors de la Journée internationale de la paraidance, le prix qu'on a nommé hors pair, donc un prix de reconnaissance hors pair pour des paraidants hors pair, famille, jeunesse ou adultes. C'est aussi une façon d'établir une tradition de mettre la lumière aussi sur l'apport des paraidants et de souligner encore une fois l'importance des savoirs expérientiels et de l'intervention par les pairs. Alors, pour finir, je vous dirais merci beaucoup à tous d'avoir participé et merci aussi de vos prochains investissements dans la réadaptation psychosociale, puis je parle pas d'investissement financier, mais d'investissement de cœur, d'investissement d'intégration dans vos pratiques. Et je vous invite, et là j'ai une note corporative, devenez membre de la QRP et ainsi on va avoir une action collective encore plus efficace. Le membership est gratuit et ça nous permet d'avoir cette diversité d'acteurs, donc d'œuvrer ensemble à l'amélioration des pratiques en santé mentale. Alors merci à tous. Merci beaucoup. Hein. Merci, Très merci intéressant. infiniment. Bravo, vous Merci tous. beaucoup, Catherine. Bravo. C'est une bonne Merci. introduction pour les suivantes. Merci beaucoup. Passez une belle journée. Merci. Toi aussi, Catherine. Merci à tous. Merci, Merci à Catherine. tous.